Bonjour mesdames, messieurs, nouvelle édition d'Euromag consacrée aujourd'hui essentiellement sur les élections législatives européennes. En effet, le 25 mai a eu lieu dans presque tous les pays membres de l'Union européenne le scrutin législatif européen, sauf pour ceux qui l'avaient déjà organisé les jours précédents. Ce scrutin législatif européen a donné ses résultats avec un taux de participation de 43,09% dans l'ensemble de l'Union européenne. Et on note donc que le Parti populaire européen reste le premier groupe politique avec 213 sièges, le Parti socialiste obtient 190 sièges, les libéraux 64, les Verts 53, les conservateurs et les réformistes 46, la gauche unitaire gauche verte nordique 42, le groupe Europe Liberté et Démocratie 38. Voilà pour l'essentiel. Mais ces élections ont ceci de particulier, c'est qu'ils ont vu une percée des partis d'extrême droite et europhobes. Pour nous en parler, aujourd'hui, nous recevons M. Emmanuel Foulon, chargé de presse. Voulez-vous présenter à nos téléspectateurs, M. Emmanuel? Oui, bonjour, je m'appelle Emmanuel Foulon, je suis porte-parole au Parlement européen pour le groupe des socialistes. Monsieur Segnover, journaliste également. Bonjour, Romain Segnover, donc je suis chroniqueur dans l'émission Tous des Européens sur France Inter et blogueur aussi sur Europe is not dead. Odile Harvey. Oui, bonjour, je suis franco-britannique, je travaille pour divers médias en France, dont le magazine.info. Merci. Amine. Bonjour, comme vous le savez, nous représentons la voix des Européens d'origine maghrébine et bien sûr nous sommes tous des Européens. Voilà, alors comme d'habitude, la chronique de l'émission, une percée spectaculaire en France où le Front National a détrôné les partis traditionnels, la gauche comme la droite, et devient donc le premier parti de France. Au Danemark également, comme en France, une formation d'extrême droite anti-immigrés et eurosceptique, le Parti du peuple danois, arrive en tête des élections européennes avec 26,7% des voix, soit plus du double de son score obtenu lors des élections de 2009. L'UKIP, en Grande-Bretagne, a également fait un score historique, mais semble ne pas avoir les mêmes objectifs que le Front National et a d'emblée rejeté toute alliance, même s'il a indiqué qu'il pourrait ponctuellement, sur des dossiers bien précis, s'allier au désormais premier parti de France. Mais au-delà des inquiétudes européennes, tout en sachant que finalement, dans les compétences du Parlement européen, il n'y a pas de matière stratégique nationale, pourquoi tant de craintes? Que peuvent bloquer les partis europhobes? Sur une toute autre dimension, quelle est la réalité de vote d'extrême droite? Qu'ont voulu exprimer les citoyens à travers cette confiance absolue déléguée aux partis d'extrême droite? Ces dernières années, le thème récurrent et le cheval de bataille de ces partis ont été pour l'essentiel l'immigration et l'islam lié directement au terrorisme. En ce qui concerne l'immigration, il s'agit bien entendu de l'envelopper dans la confusion et l'ambiguïté de l'immigration clandestine et illégale en omettant sciemment de parler de l'immigration normale, vivant en pleine harmonie dans les pays d'accueil, avec des enfants qui se sont même impliqués de manière efficace dans tous les domaines, politiques, économiques et sportifs. On peut bien entendu en citer des exemples, des ministres d'origine immigrée jusqu'aux sportifs et même des scientifiques. Bien sûr, le terreau fertile pour ces partis est en premier lieu la situation économique et financière du pays, le chômage, le logement, etc. Que peuvent faire les partis d'extrême droite maintenant? Alors, je m'adresse à nos invités et je commencerai par M. Emmanuel Foulon. Alors, la première question, peut-il revenir sur sur les acquis européens, sur quelle matière peuvent-ils agir? Bien, ce qui est assez étonnant avec les résultats, c'est que les citoyens finalement ont voté pour des députés europhobes, mais ils ont voté surtout pour des députés qui vont servir à rien. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve ici sur les 751 députés avec tellement de députés europhobes que ceux-ci ne siègent pas ou viennent juste pendant la session de Strasbourg voter quand ils votent, viennent toucher leur chèque. Ça par contre ils sont bien là. Mais dans les commissions de travail, dans les groupes de travail au Parlement européen, ils sont omni-absents. Quand on entend par exemple Marine Le Pen qui se scandalise devant le détachement des travailleurs et qui vomit systématiquement toutes les politiques liées à l'économie et au travail en Europe, il faut savoir quand même que son siège sur les 5 années du groupe de travail, dans les 5 années de commission, elle n'est jamais venue. Donc il est facile ensuite de venir vomir, de venir dire voilà, l'Europe ne répond pas à nos problèmes, mais à aucun moment elle ne s'est investie dans cette problématique. Après, nous ne partageons évidemment pas les mêmes idées, mais le fait qu'elle arrive avec des idées et qu'elle travaille avec nous, peut-être qu'elle aura un texte qui sera plus proche de ce qu'elle voudrait qu'en venant ensuite juste vomir et venir toucher son chèque. Ça n'a pas de sens. Et donc, le problème, c'est qu'avec tous ces députés europhobes,
Bon, vu qu'ils ne pèseront pas parce qu'ils ne seront pas là, en soi, ce n'est pas un problème. Sauf que ça prend la place de gens, que vous partagiez leurs idées ou pas, qui viennent pour travailler, qui viennent pour faire grandir l'Europe, pour faire sortir l'Europe de la crise, du marasme. Et c'est sûrement pas en cassant l'Europe, parce que c'est ce qu'on fait. En fait, on vote pour des députés terroristes. Voter pour un député europhobe, c'est voter pour un député terroriste. Parce qu'il vient ici juste pour détruire et à aucun moment pour construire quoi que ce soit. Donc, c'est un non-sens et on va passer 5 années à faire avec 150 députés en moins. Merci Emmanuel. Donc je vais me retourner vers Odile en tant que Française, journaliste Oui. française. Alors quel a été ton sentiment suite à ces élections et à ce taux historique du Front National? Oui. Bah, tout d'abord, vivant à Bruxelles depuis une vingtaine d'années, je dois dire que samedi, on a tous eu un sentiment de révolte avec l'attentat au musée juif de Bruxelles. Et évidemment, la veille du scrutin européen, ça a peut-être eu des conséquences sur le vote des personnes qui pouvaient hésiter entre le FN et puis les partis de droite. On peut imaginer que ça a quand même malheureusement pesé dans la balance de la conquête du FN. Et évidemment, il y a beaucoup de gens en France, je pense, qui se sont réveillés avec les résultats lundi matin avec la gueule de bois. Parce que l'image que nous donnons de notre pays à l'extérieur est quand même tout à fait néfaste. Parce que déjà en 2005, on avait voté contre le référendum européen et maintenant, on se retrouve avec des partis d'extrême droite qui remportent les scores, un véritable tsunami, une véritable, comme on dit certains titres, un séisme, un désastre, etc. La situation pour notre pays et pour l'Europe, comme vous avez dit, me semble tout à fait dramatique. Je vais me demander à Romain. Romain, est-ce que vous pensez que les citoyens français qui ont voté pour le Front National croient ou pensent qu'ils vont avoir les réponses à leurs inquiétudes, à leurs problèmes? Non, je pense pas. Je pense que c'était surtout un vote de protestation, mais pas d'adhésion. Moi, j'ai eu le sentiment d'un énorme gâchis après ces élections, où finalement les Français sont un peu tirés une balle dans le pied. Ils ont élu des députés, on vient de le dire, qui ne viendront sûrement pas siéger. Ils perdent de l'influence finalement dans les institutions européennes, puisque le travail va quand même se faire sans ces députés-là. Donc c'est un peu comme si les Français se retrouvaient avec 24 députés de moins. Et si on enlève tous ceux qui n'ont pas non plus dans les partis traditionnels l'intention de s'engager, alors là on arrive à une quarantaine de députés français qui vont vraiment s'investir dans leur mandat. Du coup, c'est plutôt un sentiment de gâchis. Après, de savoir si ces partis-là vont s'investir, les partis d'extrême droite, le parti de Marine Le Pen, je me demande en fait si elle va aller plus vers l'indifférence et complètement boycotter les institutions ou si elle va aller vers du blocage. Et dans ces cas-là, ça risque de changer un peu la donne. C'est de l'indifférence, tout continuera normalement. Le blocage risque d'être problématique puisque les coalitions de partis plus traditionnels seront plus dures à former et on risque d'avoir des blocages à l'avenir sur d'autres sujets. Un regard, Amine, sur cette percée du Front National en France principalement, puisque c'est le plus grand parti européen aujourd'hui. Alors, premièrement, je suis d'accord, c'est un vote sanction qu'on a vécu aussi en Algérie à un moment où on a voulu jouer cette démocratie. Il faut savoir que le plus grand gagnant, c'est les 60% d'abstention. C'est eux qui sont aujourd'hui le plus grand parti de France. Et par rapport à cela, les chiffres sont graves pour M. Hollande. Même aujourd'hui, avec la crise pour M. Copé, aujourd'hui, qui vient de démissionner à cause d'une crise financière, mais malgré tout, c'est très grave. Là où je ne suis pas d'accord, c'est avec Emmanuel, on ne peut pas dire que ce sont des terroristes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce sont des personnes que le peuple a choisies, c'est-à-dire que les citoyens ont choisi. Chez nous aussi, le fils, on l'a considéré comme terroriste. Aujourd'hui, nous revenons en négociation en disant, attention, ce sont des personnes qui représentent un parti politique qui aujourd'hui, plus personne n'a honte de représenter le Front National. Peut-être qu'à l'époque, ils n'étaient pas fréquentables. Je le dis vis-à-vis de son père, vu qu'en Algérie, c'était une personne qui a été haïe. Mais aujourd'hui, Marine Le Pen, si on la croise ici, c'est une représentante de votants. Malheureusement, et ça a été dit sur tous les médias, ce sont des jeunes, des ouvriers, qui ne se retrouvent pas dans cette politique sociale, on va dire, de droite. Car aujourd'hui, eux, ils cherchent de l'emploi, ils cherchent une facilité. Et puis, ce que je dirais en plus, c'est que moi, en étant aussi belge, je suis content que le Parti socialiste ici en Belgique a prouvé que malgré les réformes qui ont été adoptées,
il y a un vote de continuité, mais réellement de vous à moi, que représente le parti du Front National en France? S'il y a eu 60% d'abstention, que représente-t-il réellement sur le chiffre globaux, on va dire? Et par rapport à cela, je dirais qu'il faut faire attention sur ce terme-là, parce que si on les entraîne sur le côté terroriste, eh bien demain, ça va compliquer les problèmes. Et je vois aujourd'hui, en Hollande, il n'est pas passé. Ici, le Vlaams Belang, les votants sont passés plutôt à la N-VA. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que M. Bart de Wever, qui représente l'homme le plus fort de Belgique, soit du mauvais côté. C'est le vote d'Européens, et c'est ça la démocratie. Et donc j'espère que par rapport à cela, le message est bien arrivé aux politiciens. Pour revenir sur ces partis, Emmanuel, est-ce que tu crois que ces partis extrémistes vont pouvoir former un groupe politique assez important pour pouvoir influer sur la politique du Parlement européen et sur les thèmes généralement sur lesquels on légifère? Alors c'est effectivement un danger, c'est que les partis europhobes pourraient s'allier. On sait très bien par contre que c'est difficile. Quelles sont les règles? Ils doivent représenter un quart des pays européens, donc sur les 28, ça veut dire qu'il faut absolument que 7 délégations nationales soient représentées dans ce groupe, avec un minimum de 25 députés européens. Visiblement, dans le nombre de députés européens, Marine Le Pen n'a pas trop de problèmes à trouver 25 personnes qui voudraient la suivre. Elle a plus de problèmes à trouver 7 pays. C'est pour ça qu'on peut regretter par exemple qu'en Belgique, le Vlaams Belang ait été élu tout juste, parce que le Vlaams Belang fait partie de cette coalition avec les Hollandais, avec les Français, pour une Europe de l'extrême droite. Le grand danger ici, visiblement, il lui manquerait 2 pays, mais on peut très bien imaginer qu'un non-inscrit, donc un extrémiste mais tout seul, pourrait représenter tout seul son pays dans une coalition. Quel est l'avantage? C'est évidemment d'avoir plus de poids pour faire des minorités de blocage, d'une part, et d'autre part, c'est d'avoir plus de rapports qu'il ne pourrait en avoir. Sauf qu'on dit souvent que l'extrême droite n'a pas le droit d'avoir des rapports, c'est totalement faux. Il y a eu des représentants ici, d'ailleurs du Vlaams Belang, qui ont été 2 ou 3 fois rapporteurs. Mais donc ça leur apporterait du poids. Et c'est effectivement un grand danger. Pourquoi? Parce que pour le symbole que ça peut représenter, vous avez tout à fait raison, le vote abstention, c'était voter FN en France. Donc il y a plus encore de gens contestataires qu'il n'y paraît. Et sauf que certains ont préféré ne pas voter plutôt que de voter, ce qui est un peu dommage entre parenthèses, pendant que dans le même moment, en Ukraine, des gens mouraient pour aller voter. Mais ça, c'est un autre débat. Le signal de contestation est fort. Je pense que dans le vote de l'extrême droite, un peu tout le monde est responsable. Donc ça veut dire, effectivement, évidemment, les citoyens, ça va de soi, c'est eux qui vont voter, mais aussi les partis traditionnels qui n'ont pas su répondre à une crise financière assez vite, qui quelquefois ne trouvent pas les parades en face d'arguments populistes. Et puis effectivement, il y a des gens qui sont désabusés de cette Europe, une Europe qui n'arrive pas nécessairement à communiquer, qui n'arrive pas nécessairement assez à convaincre. On prend énormément de bonnes décisions ici et je constate qu'au final, l'image européenne n'est pas nécessairement bonne. Et enfin, je le disais dans une émission précédente, quand quelque chose ne fonctionne pas au niveau national, c'est systématiquement la faute de l'Europe. Et cette image est relayée. On entend dans les médias maghrébins et dans les médias français systématiquement Bruxelles a décidé ceci, Bruxelles a décidé ceci, Bruxelles a décidé cela. Bruxelles sanctionne, Bruxelles rejette les citoyens. Ce n'est pas du tout vrai. De nouveau, le citoyen européen avait ici l'opportunité de voter des représentants qui le représentent pendant 5 ans et qui vont prendre les décisions. Et je finirai là-dessus. C'est assez paradoxal que Marine Le Pen dise « Nous, on ne veut pas de cette Europe-là parce que c'est une Europe qui n'écoute pas la France et on veut faire justement de la France un État indépendant pour pouvoir décider tout seul ». Voter Front National, finalement, c'est exactement l'inverse. Parce que la France ne sera jamais aussi peu représentée. Elle sera représentée par des députés Front National, c'est vrai, mais des députés Front National qui ne viendront pas. Donc le poids des Français qui travaillent, enfin des députés français qui vont travailler, est bien moindre. Du coup, le poids de la France en Europe est aussi bien moindre. Et je ne pense pas que voter pour des gens qui ne viennent pas, il n'y a pas de représentation, c'est voter dans le vide. Le seul truc qui est important, du coup, c'est prendre le symbole de ça, et ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Les 25% de gens qui ont voté Front National, ça ne veut pas dire qu'un quart des Français est raciste. Bien entendu. De la même manière que la NVA, tous ces gens ne sont pas séparatistes. Les 30% ne sont pas, c'est pas 30% de séparatistes, c'est peut-être un tiers de séparatistes. Et le reste, c'est des gens désabusés, qui attendent des solutions, qui ont perdu leur travail, qui ont perdu leurs allocations, qui sont perdus. Et c'est ces gens-là perdus qu'il faut reprendre en main et qu'il faut aider à rebondir face à la crise pour que l'Europe redevienne une Europe citoyenne. Et effectivement, ça peut se confirmer parce qu'en fait, cette perception
passer des partis extrêmes, ce n'est pas uniquement en France, puisqu'on l'a vu dans d'autres pays européens. Alors, est-ce que tu peux lier ça avec Oui, je la connais France, peut-être oui. mieux quand même la situation en France, mais enfin en Grande-Bretagne, où j'ai une partie de ma famille, effectivement, c'est le raz-de-marée là aussi, hein, Oui. et qui va mettre aussi en très grand danger les gouvernements conservateurs, l'alliance conservateur et libéraux-démocrates, et, bon, et aussi l'idée de référendum sur l'Europe pour rester ou non dans l'Union européenne. Il faut se dire que dans la mentalité britannique, me semble-t-il, troquer l'Empire britannique sur lequel le soleil ne se couchait pas, et du temps de la reine Victoria, et troquer cet empire pour l'Europe, la petite Europe, c'était effectivement descendre d'un cran, si je puis dire. Et peut-être que si on se souvient que le général de Gaulle, il avait effectivement raison, il a fait traîner les choses pour que le Royaume-Uni rentre dans l'Union européenne, effectivement. On le voit, et quand on traverse la Manche, c'est quand même le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne reste quand même toujours une île. On a beau avoir l'Eurostar, vous allez là-bas, on n'est plus en Europe. D'ailleurs, eux-mêmes disent, quand on parle de la Grande-Bretagne, depuis la Grande-Bretagne, on parle de l'Europe, mais il ne s'inclut pas forcément dedans. Il y a bien entendu des exceptions. Il y a des Anglais extrêmement europhiles et extrêmement multilingues, extrêmement multiculturels. Mais la majorité a beaucoup de mal à se sentir faisant partie de l'Europe. Qui plus est, le 18 septembre, vous allez avoir un référendum en Écosse. Et donc là aussi, non seulement c'est possible, un éclatement possible du Royaume-Uni, mais cette volonté d'indépendance de la nation écossaise, de même qu'on va avoir aussi un référendum en Catalogne, assiste-t-on à l'émergence de renforcement de l'Europe des régions? On peut se le demander, hein. Je reviens vers Romain, c'est pour dire un petit peu que en France, bien sûr, il y a eu 25%, mais aussi d'autres pays. Alors, on dirait comme une convergence de ces idées extrémistes, cette montée. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Il y a une poussée populiste de toute façon partout en Europe. On l'a noté en France, mais ça vaut aussi pour le Danemark. Ça vaut évidemment pour l'Angleterre, mais on a vu des partis qui sont arrivés second aussi en Autriche et dans d'autres pays. Et même BP Grillo a fait aussi quand même un bon score, même si les socialistes sont arrivés très haut. C'est une leçon sur la défiance qu'il peut avoir par rapport à l'Europe et sur peut-être un manque de pédagogie qu'il y a eu pendant ces élections. Elles ont été très nationalisées, les hommes politiques n'ont pas su exprimer en bien ce que pouvait faire l'Europe, ils ont montré que ce qui n'allait pas. Donc forcément c'était un terreau assez propice après à des idées et aux partis d'extrême droite, vu qu'on leur a préparé le terrain. Par-dessus ça, on ajoute aussi peut-être une ambiance médiatique qui était aussi à la défiance, enfin là je parle surtout pour la France que je connais, qui finalement a alimenté tout ça et on en arrive au résultat dans lequel nous sommes. Moi je me demandais juste si j'avais une question, est-ce que la sortie du Royaume-Uni du UE, ce ne serait pas une deuxième déflagration après celle qu'on vient de vivre? Est-ce qu'on n'en a pas déjà eu assez Ça place mal M. Cameron, il est très mal placé. Amine, est-ce que tu penses que cette montée extrémiste est due uniquement aux mesures drastiques imposées par l'Union européenne, ou bien peut-être plus par le niveau de la montée de l'europhobie concernant l'islam, concernant l'immigration, etc. Alors, je dirais première chose par rapport à ce qui s'est passé ici à Bruxelles, nous sommes très tristes qu'en plein milieu de la capitale européenne, que des personnes visitant un musée, quelles qu'elles soient ces personnes-là, puissent être tuées aussi froidement. Mais je reviendrai sur un point qui est important, je reviendrai à la Deuxième Guerre mondiale. Quand l'Europe n'allait plus, il a fallu trouver un homme. Et pour moi, je reviendrai vers l'Angleterre. Parce que pour moi, Churchill, quel que soit qu'il ait fait les bonnes ou les mauvaises choses, c'était une personne qui était là. Quand l'Europe a été créée, il y avait bien Schuman. Aujourd'hui, l'Europe, à mon avis, comme la France, comme peut-être l'Angleterre, a besoin d'hommes.
d'hommes de décision. Alors on a voté cette semaine pour des personnalités qui veulent être à la tête de cette Commission européenne. Donc pour moi, c'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, quels que soient les problèmes qui se passent en Europe, s'il n'y a pas les bons gouvernants ou la bonne personne qui va tirer cette Europe vers la sortie, eh bien, on n'aura pas de solution. Donc aujourd'hui, quand on nous parle de problèmes de l'islam, il faut savoir que quand il y avait l'émir Abdelkader, à l'époque, c'est une personne qui s'est sacrifiée pour sauver des chrétiens à Damas, et on revient encore à la Syrie et aux problèmes du Moyen-Orient, eh bien, ce sont des personnalités comme ça qui ont fait que la richesse de ces personnes en fait un humanisme. Aujourd'hui, quand on parle d'Israël ou de la Palestine, bien sûr que moi je suis très triste de ce qui se passe, mais par contre le geste que le pape se soit déplacé dans les territoires et qu'il ait pleuré devant le mur de séparation comme le mur de Jérusalem et qu'il a bien indiqué que c'est un pays important pour toutes les religions, eh bien ce sont ces personnalités dont on a besoin aujourd'hui. Donc si M. Juncker, qui estime qu'aujourd'hui il peut être à la tête de cette Europe, je dirais « marhaba chez nous » comme on dit. Donc voyons les compétences. Mais si demain ces personnalités ne prennent pas le taureau par les cornes, c'est sûr que demain on surfera dès qu'il y a un problème. Ce sont les musulmans. Vous avez bien entendu qu'on a parlé de la sœur de Mera avant-hier, alors que, parce qu'elle est partie, bien sûr, avec tout ce qui s'est passé. Mais de l'autre côté, ce que moi je voudrais dire, c'est que le jeu des médias, il faut faire attention. On a tous vu ces images-là. Je vous jure qu'en 1 minute 30, faire ce que cette personne-là, en plein milieu de Bruxelles, alors qu'on sait qu'il y a des caméras, des policiers et tout, nous sommes choqués. Parce que ça pourrait arriver à n'importe qui dans la rue. Nous avons eu le traumatisme en Algérie. Arriver à la capitale de l'Europe, la même histoire, c'est très très dangereux. Donc aujourd'hui pour moi, ce que je retiendrai de ces élections-là, c'est de voir qui va être aujourd'hui à la tête de l'Europe et qui va mener. Parce qu'il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. On parle de gens pour sauver cette Europe. Si cette Europe, financièrement, elle craque, bien sûr que tous les nationalistes trouveront une grande entrée et qu'ils perceront ce mur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'entends quelqu'un qui va profiter des mannes financières de l'Europe et dire « on n'en veut pas », alors qu'on le sait très très bien que la famille Le Pen a profité des électeurs, a profité de certaines richesses de personnalités, mais dans le concret, qu'est-ce qu'ils vont apporter comme solution aujourd'hui aux gens qui n'ont plus de travail? Ce matin, je regardais sur France 24 un investisseur algérien, M. Issa Drabrab, qui vient investir en Espagne et en France. C'est lui maintenant qui est bloqué. Il doit se justifier pourquoi est-ce qu'il ramène de l'argent qui est propre, qui est déclaré, pour investir en Europe, dans une société Fagerbrandt qui est en faillite. Et aujourd'hui, on nous dit, attention, non, vous n'êtes peut-être pas la bonne personne. Attendez, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez les Chinois? Vous voulez les Russes? Ou vous ne voulez plus ni les Chinois ni les Russes, puisque je vous rappelle cette semaine que la Russie et la Chine viennent de signer un contrat de 400 milliards de dollars et que j'avais indiqué que le problème avec l'Ukraine avait été le problème du gaz, et on en revient. Et je suis triste par contre pour l'Algérie, je le dis ouvertement en tant qu'Algérien aussi, le gaz de schiste n'est pas la solution finale. Pour l'Algérie, nous avons le solaire, nous avons l'éolien, et le gaz de schiste, c'est vrai que nous avons peut-être les 4e ressources mondiales, mais elles vont toucher les nappes phréatiques. Et tant qu'il n'y a pas de solution, je trouve qu'il faudrait écouter M. Hollande pour une fois. M. Hollande avait dit qu'il faut protéger nos ressources, on va dire, hydrauliques. Bien entendu, Amine, on est tout à fait d'accord sur cette matière concernant le gaz de schiste, mais on va revenir sur, sur ce qui nous intéresse. Alors, Emmanuel, est-ce que tu crois que les partis de droite traditionnels ne vont pas avoir une certaine tendance à faire les yeux doux aux extrémistes maintenant, ici au Parlement européen ou même dans les pays Ce qui m'étonne, c'est que vous me posiez la question parce qu'en fait, ça fait déjà bien longtemps que la droite normale fait les yeux doux. Oui. En France, c'est assez évident que la montée du Front National a coïncidé à l'époque avec les discours de Buisson, les discours de Sarkozy et cette tendance à récupérer un électorat de droite un peu perdu, voire carrément perdu. Maintenant, au niveau européen, la vraie question, ce sera de savoir comment on fait la coalition. Sauf qu'on va se retrouver de toute façon avec une coalition européenne, avec la gauche et la droite. Jusqu'où devra aller cette coalition? Difficile de le dire pour l'instant. Il faut juste savoir qu'au niveau européen, c'est peut-être un peu différent, expliquer aux téléspectateurs que c'est un peu différent du niveau national. Au niveau national, il est important d'avoir une coalition pour faire front devant tout. À l'Europe, chaque dossier est une coalition différente, j'ai envie de dire. Et même au sein d'un groupe politique, quelquefois, il y a des affrontements qui sont des clivages liés à la géographie.
parce que les intérêts nationaux ou internationaux sont plus grands que les intérêts gauche-droite. Et donc, cette coalition-là à l'Europe est peut-être moins importante. Ce qui est important en tout cas, c'est de pouvoir continuer à travailler à l'Europe avec des gens qui veulent travailler vraiment. Et là-dessus, effectivement, quand vous avez moins de députés européens parce que les autres sont europhobes, les coalitions seront beaucoup plus ténues. Romain, est-ce que, avec ce pourcentage important du Front National, c'est au niveau législatif européen, c'est au niveau du Parlement européen, mais quand même, est-ce qu'en France, il va avoir une certaine influence au niveau politique ? Alors il en a déjà eu par le passé, on a remarqué que les thèmes du Front National avaient alimenté la politique française pendant, maintenant ça fait quelques années où on sent que sur les sujets, on y va. Maintenant, il faut voir comment les autres partis vont réagir, comment l'UMP et comment le PS va réagir. Moi, sur le sujet européen, je me demande si la solution chez eux, ça va être de raser les murs ou au contraire d'enfin faire le bon européen et d'enfin aller de l'avant sur les sujets européens. Tu dis, la démission de Copé donne l'impression qu'on va raser les murs et démissionner alors qu'il y a encore des choses à faire. Ça reste plus pour Copé l'instant. était quand même plus sur une ligne de rapprochement vers le Front National. Du coup, c'est peut-être une réorientation aussi de l'UMP. On va voir vers quelle direction. Le Front National a déjà demandé la dissolution du Parlement français. Oui, d'ailleurs, c'était la première réaction de Marine Le Pen qui était assez amusant à voir, qu'elle vient d'être élue et de remporter les élections européennes. Elle n'a pas eu un mot pour l'Europe. Sa première réaction était purement nationale, demande de la dissolution de l'Assemblée nationale française. Ça, c'est de la politique française où ça n'aura pas de conséquences, évidemment qu'il ne va pas y avoir de dissolution. Donc c'est plutôt faire monter la sauce. Je ne pense pas que là-dessus, il y aura une réaction directe de dissolution. Et on a vu aussi aux réactions de François Hollande et des autres politiques qui disent « bon, on va plus vite, mais on continue quand même dans la même direction », pour ce qui est en tout cas de François Hollande et du PS. Mais c'est ce qui m'étonne par rapport à M. Hollande qui a dit hier que l'Union européenne doit se retirer de là où elle n'est pas nécessaire. Est-ce que c'est une attitude si j'ai bien compris. Mais je pense qu'il y a plusieurs candidats qui ont dit ça aussi, qu'effectivement il fallait simplifier, etc. Bon. Je pense que tout le monde peut être un peu d'accord là-dessus. La formule peut être assez traître, parce qu'en effet, ça peut être de la simplification ou du retrait. C'est finalement une porte ouverte pour faire davantage de subsidiarité, enfin, davantage plus près du terrain, c'est ça que vous voulez dire? Seulement plus de transparence, moi j'imagine. Plus de transparence. Oui. Et déficit de communication et déficit de transparence. Et honnêtement, j'en parle volontiers, travaillant par le Parlement européen, c'est un vrai déficit. C'est expliquer aux citoyens ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Mais sans parler en termes techniques, il faut arrêter que les techniciens de la Commission du Parlement européen parlent finalement qu'à quelques érudits et se parlent à eux-mêmes. Parce que la majorité des gens, c'est à eux que s'adresse l'Europe. Hein. Oui, c'est parce qu'Angela Merkel a dit tout à fait autre chose. Oui. Elle a dit que la solution, c'est d'avoir plus de compétitivité, de créer plus d'emplois, et donc de relancer la machine de la croissance. Oui, enfin ça, elle n'a pas inventé la soupe. Hein. Oui. Je pense Il reste à trouver les moyens aussi. Qui crée les emplois? Les investisseurs dont vous parlez. Hein. Dans les médias là ce matin, je crois qu'il y a une grande société de consultants que je ne nommerai pas, mais qui considère que l'effet des élections, du résultat des élections en France, dégrade la note de la France comme pays d'attraction pour les investisseurs. Ah oui. Et donc, effectivement, vu de cet angle-là, c'est très négatif pour la France, mais pour l'Europe en général aussi, me semble-t-il. Tous les votes xénophobes sont toujours très mal perçus sur le marché. On se souvient, il n'y a pas très longtemps, de la votation en Suisse, où la Suisse a décidé de mettre un quota sur les travailleurs rentrants. Ouais. Les premiers à crier ont été les entreprises suisses en disant « vous êtes complètement fous ». Parce que vous allez tuer nos secteurs d'efficacité et de compétitivité. Donc, un vote xénophobe, de manière générale, a tendance à faire peur au marché. Et donc, est contre-productif. De nouveau, on se retrouve avec Marine Le Pen qui dit « ça va aller pour un mieux », mais elle fait un pas vers le pire à chaque fois. Ce qui serait intéressant aussi de voir, c'est quelles seront les conséquences de ce vote sur le traité qui se prépare avec les États-Unis. Est-ce que ça va réorienter justement la discussion les traités en ce moment, bien sûr, le traité TTIP, transatlantique. Voilà. Oui, okay. Est-ce que les formations, est-ce que ça va pas un peu refroidir tous les hommes politiques traditionnels européens, et en plus avec une minorité de blocage au Parlement européen? Moi, je pense que ça va. Le Front National, parce que nous non plus, on n'en veut pas de traité. Exactement, je pense qu'il va y avoir du coup. Mais peut-être pas pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que nous, c'est pour des raisons sociales et environnementales, tandis que c'est parce qu'ils ne veulent pas s'ouvrir au reste du monde. Il faut s'ouvrir, on ne peut pas se retrouver avec une économie nationale. Que ferait la France face à la Chine,
face à l'Amérique du Sud, face aux Absolument. Américains. Ça n'a plus aucun sens. On n'est plus dans le Moyen-Âge. C'est ensemble qu'on s'est sorti des crises. Seul, on n'est plus capable de rien. Seul, on n'est plus capable de rien. Et donc, il faut arrêter de croire les xénophobes qui vous disent c'était mieux avant, on vit seul en autarcie. L'autarcie n'est plus possible. Et d'un point de vue même économique, vous pouvez avoir une économie assez florissante au niveau national. Vous ne pèserez jamais assez en négociation. Vous vendrez tout moins cher que vous ne le vendez pour l'instant grâce à l'Europe. Donc il faut arrêter de vendre aux gens des réalités qui n'en sont pas, de vendre des fantasmes et des rêves, comme font les politiques de l'extrême gauche et droite pour l'instant, et qui affaiblit l'Europe et qui affaiblit tous les citoyens. Alors, Il y a aussi quand même la composante du vote sécuritaire. C'est-à-dire que les cambriolages et les attaques des voitures, que ce soit en France, que ce soit à Bruxelles, malgré tout, ça augmente. Alors les gens, ils sont tentés de voter pour un parti qui, soi-disant, va les protéger davantage. Et bon, je pense qu'ils se trompent, mais... Moi, je dirais, je reviens dernier sur mot. deux points. Premièrement, par rapport à l'Angleterre, le Commonwealth marche très très bien jusqu'à aujourd'hui. Ça marche Encore, donc ça veut dire que voilà un Ouais. exemple d'Europe à suivre. Tout à fait. Deuxième chose, je trouve qu'ici en Europe, on néglige un point. On sait que le G7 il va avoir lieu donc le mois prochain, que M. Obama va encore venir ici, que ça va être une grande opération. L'Europe est beaucoup plus importante que les États-Unis au niveau, je vais dire, Eurasie, dans le sens où on est très proche de cette Asie, qui aujourd'hui, je vous le rappelle, détient les dettes américaines. L'Europe est très proche de l'Afrique, qui aujourd'hui regorge, je vais dire, de terrains exploitables, point de vue eau et point de vue aussi ressources agricoles. Et l'Europe, aujourd'hui, se met toujours derrière la décision américaine. Donc aujourd'hui, je reviens sur ce point-là. J'aimerais savoir qu'est-ce qui va se passer avec M. Schulz et avec M. Juncker. Justement, c'est quelles vont être ces personnes qui vont tirer l'Europe. Et puis, pourquoi on ne suit pas les exemples qui marchent? L'Irlande était endettée. Aujourd'hui, elle se redresse. Grâce au Fonds européen. Grâce au Fonds européen. L'Islande aussi, c'est le même problème. Donc ça veut dire qu'il y a des pays qui ont quand même réussi. Bien sûr, la Grèce reste le cas. Je vais dire... Portugal, ça va mieux. Portugal, ça va mieux. Donc, à mon avis, la politique de communication vis-à-vis des Européens, c'est qu'on vit dans un des meilleurs des mondes. La seule chose, c'est qu'il faut être réaliste et dire que si demain l'Européen ne travaille pas, ou alors ne propose pas une solution, eh bien, il ne pourra pas s'enrichir. Mais aujourd'hui, quand on voit que les Portugais n'ont plus honte d'aller en Angola pour travailler parce qu'ils sont mieux payés là-bas, même si sécuritairement, je reviens, l'aspect sécuritaire dans le monde, moi ayant vécu aux États-Unis, la première des choses que quand je suis arrivé à Miami, on m'a dit c'est la ville la plus dangereuse, alors que tout le monde disait que c'est formidable. Donc ça veut dire que l'aspect sécuritaire, on va y arriver vis-à-vis des zones vertes, vis-à-vis des zones sécurisées. Mais ces hommes-là qui se sont présentés aujourd'hui, quel va être leur programme? Quelle va être leur solution? Et est-ce qu'il va y avoir un détachement avec les banques? Car aujourd'hui, pour le citoyen européen, ceux qui ont creusé cette faillite, ce sont les banques européennes, ce ne sont pas les Européens. Donc aujourd'hui, je reviens, si un système anglais qui a marché dans le monde entier, et on sait très bien qu'aujourd'hui à la City, tous les milliardaires russes qui n'ont pas été sanctionnés, entre parenthèses, puisqu'ils ont... Ils ont acheté déjà une grande partie de l'immobilier. Alors. Ils ont acheté une grande partie. On sait très bien que les Chinois aujourd'hui, ils investissent en France, donc ils ont vraiment acheté. Et ailleurs, en Afrique, ils aussi. investissent en Afrique. Donc, est-ce que cette solution, elle est déjà étudiée et proposée? Pour M. Juncker, je répète, parce qu'on m'a fait la remarque, on m'avait dit pourquoi vous avez dit qu'une personne qui ne gouverne pas son pays peut gouverner l'Europe? Eh bien, je dirais que des fois, nul n'est prophète en son pays. Ok, très bien. Pour en revenir, ce soir, il y a donc une réunion des chefs d'État et de gouvernement donc des pays de l'Union européenne qui vont donc se pencher sur la situation et sur les résultats du scrutin législatif européen. Il faut le rappeler, donc je ne crois qu'il est hors de question qu'ils discutent du prochain président de la Commission européenne. Je ne le pense pas. En tout cas, c'est trop proche. Est-ce que, Emmanuel, pour toi, est-ce que les partis politiques pour l'instant, les groupes politiques, se sont déjà, ou bien ont une idée déjà de celui qui va représenter leur candidat donc pour la Commission européenne? Il est évident que tous les téléphones portables depuis dimanche soir sonnent et chauffent, c'est évident. Par contre, je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a effectivement une réunion informelle ce soir autour d'un repas, que je leur souhaite bon d'ailleurs. Ouais. Mais il est évident qu'on va négocier déjà ce soir pour savoir qui va être président de la Commission.
Pour l'instant, c'est assez difficile à dire. C'est évident que Juncker part favori parce qu'il est à la tête du parti qui a remporté les élections au niveau européen. Maintenant, difficile de dire si ce sera vraiment lui parce qu'on verra quelle sera la coalition. Personne aujourd'hui ne peut dire, personne n'est indispensable. Il faut dire aucun parti politique n'est indispensable, fût-il le premier. Donc difficile de dire que ce sera d'office Juncker. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il est très important, au-delà de savoir pour l'instant qui sera parmi les 5 le président de la Commission, ce qui est important avant tout, c'est qu'il fasse partie des 5. Parce que je rappelle que le Parlement européen a décidé de son propre chef d'élire le président de la Commission, mais le Conseil n'a jamais été consulté là-dessus. Le Conseil se retrouve un peu pris à partie par le Parlement, qui lui met une pression énorme, une pression médiatique, une pression citoyenne aussi. Donc le Conseil n'est pas du tout obligé d'accepter un des 5 candidats. Je ne vous cacherai pas que c'est une catastrophe si le Conseil, et il en est capable, c'est les chefs de gouvernement, nous choisissent un autre candidat, parce que les gens auront l'impression d'avoir voté pour quelqu'un, et finalement on met quelqu'un d'autre. C'est vrai que Emmanuel, je te coupe là, il semble, on entend beaucoup parler de Christine Lagarde ces derniers temps pour ce poste-là, mais bon, ça résonne dans les couloirs bruxellois, mais on ne le sait pas. Alors un dernier mot pour chacun. Amine, je commencerai par Amine. La politesse à madame. Ok, vas-y, allez-y. Moi, je pense qu'effectivement, pour se remettre un peu de la gueule de bois dont je parlais au début, il faut quand même garder l'espoir. Parce qu'on a pu remarquer qu'il y a de jeunes politiciens qui sont extrêmement talentueux. Et je pense par exemple à Madame Ska Keller, par exemple. Oui. J'ai regardé un peu son curriculum vitae. C'est quand même une politicienne qui vient d'Allemagne, je crois de l'autre côté de Berlin. Et elle a fait des études en études islamiques, études hébraïques, études turques. Je trouve que dans l'Europe d'aujourd'hui, c'est quand même un atout formidable. Et d'avoir des jeunes politiciens qui ont, semble-t-il, le bien commun vraiment comme première préoccupation. Merci Odile. Donc voilà. Romain, dernier mot sur... Oui, moi j'attends aussi de voir quelle va être la réaction après ce séisme. Est-ce qu'on va avoir un bond en avant ou est-ce qu'on va raser les murs? Et qui, justement, pour incarner ça? Je suis assez d'accord. Oui. Emmanuel, merci. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je crois que l'Europe est... Enfin, en tout cas... Je ne parle pas des résultats des élections, mais l'Europe est dans la bonne voie. On a cité tout à l'heure des pays qui sont sortis grâce aux aides européennes et grâce à un recadrement ou un recadrage européen. Mais il faut savoir que pour sortir de la crise et pour des politiques très très lourdes avec 28 États, ces choses prennent du temps. Et donc c'est comme lancer un smirmorque, ça va mettre beaucoup plus de temps. Alors effectivement, on va maintenant récolter ce qui a été semé pendant le mandat précédent. Et la meilleure manière encore de lutter contre le Front National, de lutter contre les Europes des extrêmes, c'est de continuer à travailler pour que le citoyen puisse se rendre compte par lui-même des bienfaits de l'Europe dans son quotidien. Merci Emmanuel. Un dernier mot, Amine. Alors un dernier mot, bravo à tous les Européens d'origine maghrébine qui ont accédé de nouveau à des postes de députés. J'espère que les négociations par rapport à des ministères, pourquoi pas. En tous les cas, on félicite ici en Belgique, au nord, au sud et à Bruxelles aussi, ceux qui ont réussi à cette intégration politique qui est très difficile. Surtout qu'ici, en Belgique, c'est plus facile qu'en France, car en France, malgré notre majorité de Maghrébins, ils n'arrivent pas toujours à trouver des postes importants. Un mot aussi, parce que M. Bart De Wever vient d'être nommé comme informateur. Ce qui veut dire ce qui était hier impossible, la Belgique prouve que c'est le meilleur exemple des pays européens. Dans un pays, on retrouve 4 régions, enfin 3 régions, je veux dire 4 régions linguistiques et 3 régions autonomes qui fonctionnent très très bien avec des ministères et des gouvernements. Donc c'est un exemple à suivre. Et puis par rapport à la France, j'aimerais indiquer que Mme Trottmann, qui n'est plus, je vais dire, eurodéputée, eh bien ce matin il y a eu un geste d'un parti opposant, justement de Nadine Morano, qui a incité M. Martin à céder sa place pour que justement elle reste, car il faut dire qu'elle a très très bien travaillé par rapport à Strasbourg, pour la place de Strasbourg. Et donc nous serions aussi d'avis à ce qu'une personnalité justement, pas à cause d'un vote, mais qu'un parti se rende compte qu'il nous faut des gens de poigne, des gens importants qui demain pourront sauver cette Europe. Merci Émile, voilà notre émission se termine. Bonsoir.